Merci Louise. Bonjour à tous. Je vois quelques têtes connues, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors, je suis ravi de commencer cette première table ronde, la technologisation de la société. Bon, je ne vais pas représenter cette table ronde, puisque on va commencer tout simplement tout de suite. Je vais demander en fait à nos trois intervenants de venir. Aurore Kessler, experte LECA et responsable clientèle, elle va nous parler de l'exemple d'un robot dans le secteur éducatif, LECA. Myriam Beghili, doctorante contractuelle en éthique à l'Institut Systèmes Intelligents et de Robotique, dans l'équipe de recherche Sciences Normes Décision. Et enfin, Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et habilité à diriger de la recherche. Il est également membre de l'Académie des technologies. Bonjour à tous. Le micro n'est pas allumé. C'est bon? Bonjour. Bonjour. Bon, on va prendre un seul micro, comme ça va permettre en fait de faire un symbole. Je ne sais pas si vous avez vu Sa Majesté des Mouches, je crois, où en fait on passait un coquillage. En fait, ça permettait de pouvoir faire en sorte qu'on puisse ne pas trop se couper la parole. Donc, c'est plus facile, je pense, pour lancer ça. Alors, on va commencer avec une question à Aurore. Autour en fait du robot dans le secteur éducatif. Quel est votre retour du terrain par rapport au robot LECA dans le cadre d'une assistance des enfants autistes? Alors la particularité de l'ECA, c'est que c'est un compagnon. C'est-à-dire que l'ECA sera là en fait pour être médiateur dans les interactions sociales et ne va pas prendre la place en fait des professionnels qui accompagnent tous les jours des personnes en situation de handicap. Il va vraiment être là en fait comme une triangulation qui va permettre en fait à la personne, surtout aux personnes autistes qui vont avoir des difficultés dans les interactions sociales, de pouvoir en fait s'ouvrir vers la personne qui l'accompagne. Je vous propose d'ailleurs parce que peut-être tout le monde n'est pas forcément habitué. Qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de l'autisme en fait? Je ne sais pas comment on présente ça. Oui. Alors l'autisme, ça a la grande particularité, c'est qu'il y a deux caractéristiques. La première, c'est ce qu'on appelle la difficulté dans la communication sociale. Donc les personnes autistes vont avoir des difficultés, par exemple, à communiquer, c'est-à-dire à parler. Certains vont être verbales ou non verbales. Ils vont aussi avoir des difficultés dans les interactions sociales, donc comment ils se comportent avec les autres, notamment par exemple le regard peut être difficile. Et aussi exprimer par exemple les émotions ou un plaisir qui va être du coup exprimé différemment. Et la deuxième grande caractéristique dans les difficultés, c'est dans les comportements restreints et stéréotypés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des hobbies, des passions, mais qui vont être très très importants, un intérêt bien spécifique, vont avoir des comportements aussi moteurs différents. Et tout ceci, en fait, c'est ce qui définit l'autisme. Mais ce qui est aussi important, c'est souvent ce qu'on voit qui sont des faits observables, mais c'est de prendre en compte aussi le fonctionnement autistique de la personne, qui est un fonctionnement cognitif et sensoriel différemment. Et du coup, le robot, qu'est-ce qu'il apporte derrière? Est-ce que il permet, je dirais peut-être qu'est-ce qu'il apporte par rapport à un humain en fait voilà. Je comprends. En fait, l'ECA va stimuler, on va dire, la personne par des effets sensoriels, par exemple en faisant de la lumière. C'est des choses qui vont attirer la personne. On voit que c'est beaucoup plus jovial. Je vois plusieurs personnes sourire juste avec une lumière. Et c'est ce qu'on va chercher chez la personne, c'est qu'on va faire des activités pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques et qui vont en fait valoriser la personne dans sa réussite. Donc avec l'ECA, il y a des possibilités de faire en fait des activités directement avec la tablette, mais le robot va les renforcer et on voit qu'il y a cette ouverture sociale qui est possible. On va pouvoir faire des activités aussi directement juste avec le robot, mais l'ECA n'est pas juste un robot puisque c'est une solution, c'est un robot, c'est une application, mais on a aussi des cartes magiques qui nous permettent d'interagir directement avec le robot. Donc on va dire que ça va favoriser des compétences auprès des personnes en situation de handicap. Et puis le robot ne juge pas en fait, il n'y a pas de... Voilà, peut-être parce qu'un enfant autiste peut avoir la crainte d'être jugé par la personne qui est en face, au moins
La machine ne juge pas. Non, en fait c'est l'accompagnateur qui va diriger le robot. Et ce qui est aussi important, c'est qu'avec l'ECA, il n'y aura que ce qu'on appelle un renforçateur positif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas en fait de motivation de la part de l'ECA lorsque l'enfant va se tromper, par exemple. C'est vraiment la personne qui va être là en fait pour soutenir la personne et l'indiquer en fait la bonne direction pour la réussite. On va partir sur une seconde question un peu plus ouverte. Celui qui voudra répondre. Où commence et où s'arrête le rôle des technologies dans le domaine du médico-social? Existe-t-il une limite? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, Myriam? Alors, pour avoir fait un certain nombre d'entretiens avec effectivement des soignants donc dans les hôpitaux présents dans le secteur de la santé qui utilisent des robots, je pense que leur rôle, il s'agit le plus souvent, le robot est le plus souvent considéré comme un outil qui peut apporter des bénéfices à un patient, comme il peut également ne pas forcément être le plus adéquat dans le processus de soins. Je m'explique. En fait, si vous voulez, le soignant, le thérapeute a une panoplie de manières de faire pour maximiser le bien-être du patient et pour faire en sorte que la qualité des soins soit la meilleure possible finalement, pour que sa qualité de vie soit la meilleure possible, tout en respectant évidemment ses droits fondamentaux et puis la dignité humaine du patient. Et en fait, quand on lui propose cet outil-là qui est le robot, finalement, donc c'est un outil qui a une certaine plus-value dans la mesure où il peut y avoir effectivement un engagement social, il peut être utilisé comme un outil de médiation, donc effectivement il y a plusieurs utilisations, mais il reste un outil parmi tant d'autres. C'est ce que j'aimerais bien souligner. Il peut fonctionner, il peut ne pas fonctionner, il peut être accepté par le patient, il peut également être refusé par le patient. Voilà. Ceci dit, c'est quand même une manière, en tout cas, un outil non négligeable qui peut être inclus dans le processus de soins. Oui, un petit mot d'abord sur la réponse que vous avez faite. Alors, juste pour préciser que les robots sont aussi bien utiles pour mieux comprendre l'autisme. Hein. C'est pas seulement un outil thérapeutique, c'est aussi vraiment un outil formidable parce qu'on peut programmer des intonations, des phrases courtes, des phrases longues, découper les mots, associer à des couleurs. Voilà, donc c'est vraiment un outil pour comprendre comment fonctionnent les enfants autistes. Alors par rapport à la place de la robotique, technologie numérique dans le milieu de soins, oui c'est vrai, hein, ce qui est très important, ce que dit Myriam. Les patients peuvent accepter, peuvent refuser, il faut toujours tenir compte de tout ça, un outil parmi d'autres pour que les soignants puissent mieux s'occuper des soignés. Mais il faut aussi comprendre que dès qu'on introduit une technologie, eh bien cette technologie ne va pas seulement modifier la relation des soignants et des soignés soignés avec les soignants, elle va aussi modifier les relations des soignants entre eux et des soignés entre eux. Et ça, c'est deux domaines qui sont, à mon avis, insuffisamment pris en compte aujourd'hui. Hein, quand on étudie en laboratoire comment introduire une technologie après dans le domaine de la santé, on pense tout de suite aux bénéfices pour les soignés ou les soignants. Par exemple, les soignants vont dégager du temps. Voilà, on donne un robot paro, une personne âgée un peu agitée, elle se calme, donc le soignant a plus de temps pour faire autre chose. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, si on ne prend pas en compte comment ça modifie les relations des soignants entre eux et des soignants entre eux, on ne voit qu'une petite partie du problème. Et c'est là aujourd'hui qu'il faut vraiment porter l'effort parce que c'est insuffisamment pris en compte lorsqu'on étudie les technologies qui peuvent modifier le climat dans les hôpitaux. Oui. Aurore. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est vrai que souvent, en fait, par exemple avec l'ECA, c'est à destination des personnes autistes, mais on voit aussi que les professionnels qui l'accompagnent sont beaucoup plus enjoués, et on voit que le pairing, en fait, la relation avec la personne, elle change aussi. Le regard, en fait, est différent. La personne voit beaucoup plus de compétences et prend plus de plaisir, en fait, dans cette relation. Et je voulais juste rajouter une petite anecdote par rapport à cette question. C'est qu'il y a quelques années, en fait, avec Monsieur Tisseron, on s'est déjà rencontrés, mais dans un autre contexte, c'était en juin 2019, dans un colloque à Lyon, mais j'étais en fait de votre côté. Et puis, donc j'étais éducatrice, et vous m'aviez fait part d'une réflexion qui m'a beaucoup aidée dans ma pratique professionnelle. C'est que vous avez donné l'exemple par rapport à des robots, que le matin, quand on se lève, on ne dit pas bonjour à sa tasse. Une tasse est un objet. Un robot est un objet. Et c'est vrai qu'en voyant spontanément l'ECA, on a envie de lui dire « Bonjour l'ECA, au revoir l'ECA » à la fin d'une séance. Mais votre réflexion, en fait, ce jour-là, m'a beaucoup, en fait, je pense, dirigée dans ma pratique aujourd'hui. C'est que j'ai veillé, en fait, avec les personnes autistes que j'accompagne,
c'est de se dire en fait c'est un robot, de les aider en fait, de se dire de ne pas humaniser en fait ce robot et de les aider pour ces interactions en fait sociales avec des vrais humains. C'est-à-dire qu'en fait, j'y ai pensé, l'ECA n'est pas une tasse, et du coup je disais, aujourd'hui en fait on va allumer l'ECA et on va éteindre l'ECA. Et je pense que ça va aussi aider les personnes, se dire en fait, de donner la place à chacun, va les aider dans ces relations, mais aussi en fait que l'ECA effectivement est un outil dans la boîte à outils des professionnels. Et c'est à nous de définir quel est l'objectif. Donc merci en tout cas pour cet éclairage. Et ce que vous dites, moi, ça me rappelle, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience quand vous êtes sur ChatGPT ou même Alexa et compagnie, comment vous parlez comment les gens parlent à ces IA? Est-ce qu'elles tout de suite elles posent une question ou elles donnent un ordre, ou est-ce qu'elles vont mettre les formes, s'il vous plaît, merci. C'est assez marrant de voir que certains vont accompagner leur message avec une certaine humanité derrière. Après, est-ce que ça a un intérêt? Je ne sais pas, mais c'est assez intéressant de voir ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est à prendre en compte dès le début. C'est souvent, en fait, on se dit, il faut identifier ses leviers, enfin ses freins pour avoir des leviers. Et là, de se dire, en fait, que n'importe quel outil numérique ou robot, par exemple, n'est pas une fin en soi dans l'accompagnement ou dans le soin. C'est-à-dire qu'ils sont là, en fait, peut-être pour donner un coup de pouce, mais ils peuvent avoir aussi un bug, il peut y avoir de batterie, d'être cassé, etc. Et que la relation humaine, elle est toujours présente. Donc, en fait, ils sont vraiment là, en fait, pour soutenir, pour accompagner, mais de se dire que c'est pas une fin en soi. Oui, la question que vous posez, elle est très cruciale avec les IA ou les robots qui ont une voix féminine et puis les hommes qui ont tendance à se défouler un peu à leur égard. Voilà. Et j'avais discuté avec une équipe justement de femmes qui programmaient ces machines dans une entreprise. Elles me disaient on a été bien embêtés parce qu'il y a des hommes qui vraiment les maltraitent, quoi. Et donc du coup on s'est dit dans un premier temps, peut-être il faudrait que la machine proteste en disant non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Puis après ces femmes se sont dit non, c'est pas possible. Donc il faut plutôt que la machine dise voilà, je suis une machine, tu me parles comme tu veux, mais parle pas comme ça à une vraie femme. Mais même ça c'est problématique parce qu'une machine n'a pas non plus à nous dire voilà comme il faut parler avec les dames, et voilà comme il ne faut pas parler. Donc ça pose beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore vraiment résolus, qui ne peuvent se résoudre qu'au coup par coup, et au fur et à mesure que les mentalités évolueront, et qu'il faudra que les machines vont devoir pas éduquer les humains, mais disons replacer leur nature de machine de manière à ce que les humains qui développent certaines attitudes avec des machines et une voix féminine, par exemple, ne soient pas tentés ensuite de généraliser ces comportements dès qu'ils entendent une voix féminine, par exemple au téléphone, ça peut être une vraie femme, et ça devient problématique. Serge Tisseron, conservez le micro. Pourquoi l'homme rêve-t-il autant de parvenir à créer un autre que soi, qui soit mécatronique? D'où vient ce fantasme? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un fantasme? Et est-ce que c'est un besoin? C'est la question pour le psy. Exactement, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Vous l'avez bien posé en disant homme. Ouais, alors oui, les hommes, vous savez, ils ont toujours eu des problèmes par rapport au fait que c'est les femmes qui fabriquent les bébés. Donc ils ont toujours cherché à établir une emprise sur les femmes et les enfants, une manière de prendre revanche. Alors évidemment, il y a l'idée que s'ils peuvent créer des machines qu'ils éduquent comme les mères éduquent les bébés, qu'ils enfantent en quelque sorte, qu'ils fabriquent, ça c'est un vieux rêve masculin. Mais il faut bien distinguer entre le rêve et le projet. On a longtemps rêvé d'aller dans la Lune. Lorsque c'est devenu un projet, le problème c'était plus d'y aller, c'était d'en revenir. C'est-à-dire que dès qu'on passe de l'imaginaire au projet concret, on voit que les problèmes se passent autrement. Et aujourd'hui, avec la robotique, il y a le fait que les robots qui auraient des comportements humains, finalement, s'ils sont imprévisibles comme le sont les enfants ou comme le sont les humains en général, on ne voit pas ce qu'on peut y gagner. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de fabriquer des machines, des robots qui soient très utiles dans des domaines très limités, dans des niches, mais surtout qu'ils ne sortent pas de leur niche. Et puis il y a l'autre chose aussi, c'est comme ça fait quand même un peu peur, on voit les gens qui sont plus en point de fabriquer de l'IA et des robots, c'est pas ceux qui sont les plus inquiets. Donc c'est pas rassurant du tout pour ceux comme moi qui regardent les choses quand même de l'extérieur.
Et du coup, l'idée que peut-être il faudrait aussi qu'il y ait des robots qu'on appelle des robots fragiles. Il y a tout un courant au Japon qui se développe là-dessus, hein, avec à la suite des travaux d'Okada Mikio. C'est-à-dire des robots finalement que dans notre environnement, qui non seulement nous apportent une aide, mais qui aussi sollicitent notre aide pour leur permettre de faire à eux, les robots, certaines choses, de manière à restaurer notre estime de nous-mêmes, parce que le risque par rapport à des robots, ils ont l'impression qu'ils s'en font plus que nous. C'est vrai que ChatGPT, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, moi je ne veux vraiment pas empiéter sur l'intelligence artificielle, mais quand même, c'est bluffant, quoi. Et donc du coup, l'idée que, vu l'évolution de la technologie, un jour, elle va plus avoir besoin de moi finalement pour faire un texte d'une conférence ou pour faire un livre. Et donc, du coup, nous réhabituer, enfin, l'idée de robots fragiles, hein, qui nous permettent de nous resituer comme ceux qui devons aider les robots pour que les robots nous aident, mais si nous n'aidons plus les robots pour qu'ils nous aident, les robots ne pourront plus nous aider. Donc rétablir cette réciprocité. Et peut-être un petit peu comme des parents qui aiment que leurs enfants continuent à avoir besoin d'eux, même une fois adultes. Oui, avec l'idée que la relation doit être réciproque. Donc là, il y aura beaucoup d'ajustements à faire dans les années qui viennent pour que l'être humain ne se sente pas frappé d'obsolescence. Donc des robots parfaits, dangereux quand même, à tout point de vue, pas seulement pour l'efficacité, mais aussi pour un sentiment d'obsolescence de l'humain, pour reprendre la fameuse formule. Voilà. Donc il y aura beaucoup, il faut absolument introduire le facteur de la fragilité humaine dans la relation au monde et dans la relation aux technologies. Comme je dis toujours, dans la relation à la robotique, à l'intelligence artificielle, le maillon faible, c'est l'homme. Et il faut que les ingénieurs se préoccupent beaucoup plus de ce que vit, de ce que perçoit, de ce que ressent un humain quand il interagit avec un robot que ce qu'il s'en préoccupe aujourd'hui. Merci. Nous allons passer à Myriam avec une petite question. Comment évaluer l'impact des robots et des technologies sur la qualité de vie d'une manière générale, le bien-être et la dignité humaine? Alors, je pense que je vais répondre vraiment dans le prisme du secteur de la santé par rapport à du coup, quand on parle de bien-être, de qualité de vie et de dignité humaine, j'ai envie de centrer vraiment ça sur les patients donc les patients hospitalisés ou les résidents d'EHPAD par exemple. Et alors, une chose qui est très importante, c'est que justement cet impact-là des technologies ou des robots lorsqu'ils sont utilisés est évalué le plus souvent, même strictement, j'ai envie de dire, par les professionnels de santé qui utilisent donc ces robots conjointement avec les patients. Je me concentre principalement sur la relation un petit peu triadique, hein, comme Aurore l'a évoqué un petit peu plus tôt, qui existe entre le robot, le patient et le soignant. Et donc effectivement, il semble évident que lorsqu'on veut mesurer justement l'impact de l'utilisation d'un robot sur un patient, c'est au soignant que ça revient d'être fait. Enfin, c'est le soignant qui doit le faire. Voilà. En revanche, sur justement les manières de mesurer cet impact-là, je sais qu'il y a deux volets principaux. Il y a un volet qu'on peut qualifier d'un peu plus objectif, dans lequel effectivement on va utiliser des grilles d'évaluation, des échelles standardisées pour définir, si on veut justement ce bien-être-là, cette satisfaction, dans lesquelles on peut également définir l'engagement social qu'a un utilisateur avec un robot. Donc voilà, ça c'est l'aspect un petit peu plus quantitatif. Et puis il y a un aspect qui est un peu plus qualitatif, où là pour le coup, on va se fonder davantage sur le ressenti vraiment des soignants ou du patient, pour donc définir si effectivement l'utilisation d'un robot permet d'avoir des bénéfices ou permet que sais-je, de diminuer certains symptômes, ou en tout cas a un bon impact ou un impact positif sur le patient. Voilà. Je souligne quand même le fait que l'utilisation d'un robot peut se faire, en tout cas dans le secteur de la santé, peut se faire de différentes manières. Donc il y a une utilisation qui peut se faire dans un cadre purement expérimental, donc avec des protocoles expérimentaux dans lesquels on va vraiment voir si le robot finalement a une utilité par rapport à certains patients. Donc ça peut être des enfants TSA, ça peut être des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, ça peut être différentes catégories de patients. On peut également utiliser les robots dans un cadre clinique, voilà, dans lequel, pour le coup, on a, comme on disait tout à l'heure, c'est un outil parmi tant d'autres qui peut effectivement être utilisé. Et on peut également les utiliser dans le cadre d'animation.
Voilà, donc vraiment d'ateliers d'animation où il y a donc une personne qui présente le robot, qui donc permet aux patients de le manipuler, de l'utiliser, de l'observer. Voilà, effectivement, l'évaluation de l'impact dans ce contexte-là, qui est plus un contexte de divertissement, a peut-être moins d'importance que dans le cadre d'un protocole expérimental ou dans un cadre clinique. Voilà. Et de manière objective, est-ce que les robots, d'une manière générale, alors c'est pareil, c'est une question que je pose à tout le monde, mais vous pouvez y répondre, Myriam, est-ce que les robots doivent justement avoir un rôle social, ou est-ce qu'ils justement ils doivent rester cantonnés à un grille-pain amélioré? Je pense que l'aspect social peut être une plus-value dans la mesure où si on les utilise par exemple dans le cadre de séances de thérapie, ils peuvent effectivement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, être un outil de médiation. Et c'est vrai que ça peut être intéressant dans la mesure où le personnel soignant aujourd'hui va tenter d'avoir une approche un petit peu plus individualisée. Le terme exact, c'est approche centrée sur le patient, dans lequel finalement on va vraiment essayer de mesurer finalement l'engagement social via la communication verbale et non verbale. Donc je pense que ça peut être un intérêt d'avoir un robot social pour effectuer ces mesures-là. Voilà. Serge ? Oui, quand on parle de rôle social, on peut envisager les choses de deux façons très différentes. Soit le robot avec lequel on interagit d'une manière assez proche de la manière dont on pourrait interagir avec un humain, donc ce qui peut permettre à une personne seule de ne pas perdre l'usage du langage, de continuer à parler, à interagir. Alors c'est pas une communication humaine, les mimiques d'un robot n'ont pas la richesse, la complexité des mimiques humaines, mais ça peut quand même avoir une fonction de socialisation, au moins pour les périodes où cette personne ne peut pas avoir une socialisation réelle. Mais il y a une autre manière d'envisager le robot comme outil de socialisation, c'est un robot qui met en lien les personnes qui peuvent être chacune isolées dans leur appartement, mais si elles ont chacune le même robot, les robots peuvent les mettre en lien, du genre, tiens, t'aimais bien jouer aux échecs dans le temps passé, plutôt que de jouer avec moi, peut-être tu pourrais te mettre en lien avec Tartampion qui habite 2 maisons à côté, puis vous pourriez jouer ensemble par robot interposé, voilà. Et ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que les robots peuvent facilement devenir déshumanisants. Parce que la communication avec un robot, il faudra encore beaucoup de temps pour qu'elle ait la richesse, la complexité, la subtilité de la communication humaine. Et le problème, c'est que si une personne s'habitue à interagir avec un robot, elle va appauvrir ses modes de communication et peut-être devenir un peu craintive de communiquer avec un vrai humain qui bouge dans l'espace autrement, qui a des mimiques parfois un peu énigmatiques par rapport à celles d'un robot, qui sont beaucoup plus caricaturales. Et donc, du coup, voilà, c'est pour moi, l'important, c'est vraiment le robot socialisant, oui, mais vous voyez, un robot qui crée des liens sociaux et pas un robot qui vise à substituer à des rencontres avec des humains. Est-ce que je vais vous passer après la parole. Est-ce que par rapport à un smartphone, c'est vrai qu'on est déjà dans une époque où on est beaucoup sur notre smartphone. Alors, moi, je viens de la Vendée, là, je suis à Paris en ce moment, et dans le métro, je vois tout le monde avec son smartphone. Personne ne se regarde, personne ne parle. Là, est-ce que le robot social apporte pas quand même une petite amélioration par rapport au smartphone? Oui, alors je me suis amusé récemment à relayer une photo d'un métro américain dans les années 50-60 où tout le monde était sur son journal. Le métro était bondé et tout le monde était sur son journal. Les gens ne communiquaient pas plus. Hein, voilà. Alors on peut dire que c'était pas pareil, ils jouaient pas à Candy Crush Saga, ils consultaient les actus. Bon, c'est dit dans les journaux, il n'y a pas que les actus, il y a beaucoup d'autres choses. Hein, déjà les mots croisés. Voilà. Donc, il ne faut pas exagérer. Hein, c'était pas mieux avant, c'était différent, mais enfin, l'être humain, quand après une journée de travail, il peut avoir envie de ne pas communiquer. Quoi, voilà. Donc, pour répondre à votre question, il faut que les constructeurs prennent en compte cette nécessité absolue que le robot ne menace jamais
le désir du lien avec un humain qui reste toujours très compliqué. Ça, c'est sûr, on est plus tranquille chez soi, à faire gérer ses petites affaires, qu'à rencontrer des gens dont on ne sait jamais très bien sur quoi ça va rebondir. Voilà. Mais il faut justement que la conception des robots nous écarte de ce risque dès la conception, et donc, encore une fois, les robots soient des machines à communiquer entre nous, comme le sont les smartphones, parce que tout le monde sur son smartphone, mais pratiquement personne ne fait la même chose. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, il y a des gens avec leur famille, il y a des gens qui scrollent des vidéos bêtas, voilà, donc il y a tout. Hein. Mais ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, c'est que ça augmente la liberté de l'humain, ça augmente sa possibilité de faire plus de choses. Après, il faut que cette liberté soit guidée. Ben, si vous faites telle chose, faites attention, il y a des risques et tout. Mais augmenter les libertés des gens, augmenter les possibilités des gens, c'est augmenter leur liberté. Augmenter les libertés des gens, ben, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Mais à condition, encore une fois, que les gens soient éclairés sur des risques qu'il peut y avoir. On s'engage dans une communication avec la machine et petit à petit, sans même s'en apercevoir, on peut appauvrir sa relation. Donc toujours passer de la machine à l'humain, de l'humain à la machine, toujours cette alternance, et toujours un usage accompagné des machines dans les hôpitaux, partout, jamais la machine qui remplace, mais toujours la machine qui permet à des professionnels ou à des personnes de faire mieux, plus vite, avec moins de difficultés, moins de souffrance, des tâches que ces personnes faisaient avant, voilà, faire mieux, plus efficacement, avec plus de plaisir, mais toujours dans la relation. Oui, en fait, un outil, quoi, pas un remplaçant. Oui, un outil dont on mesure les conséquences possibles, parce que utiliser un orthopiqueur, ben, ça peut vous défoncer le dos. Donc, c'est pas parce que c'est un outil, pas parce qu'on part de l'idée qu'on l'utilise comme un outil qu'on élimine les risques. Il faut que ces risques, on les prenne en compte avec les outils. On nous aurait mieux mis en garde contre les risques du smartphone avant la diffusion du smartphone. Je pense que beaucoup de gens auraient été mieux préparés à bien gérer leur smartphone, notamment avec leurs enfants, soit ne pas leur donner, soit ne pas communiquer avec leur smartphone quand ils interagissent en même temps avec leur enfant. Mais personne n'a mis en garde. Donc aujourd'hui, il faut qu'on évite les bêtises qu'on a faites avec le smartphone. Il faut qu'on anticipe, d'où l'utilité d'une rencontre comme aujourd'hui. Aurore, vous vouliez réagir? Je vous rejoins tout à fait, et c'est vrai de se dire finalement quel est l'objectif de ce robot social qu'on veut en fait accompagner avec nous dans notre pratique. Et ce que je voulais juste faire, c'est par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, faire une remarque. On parle en fait de l'évaluation, mais avant de parler de l'évaluation, pour moi, c'est aussi une nouvelle pratique professionnelle pour les soignants, pour les professionnels du médico-social, et de se poser la question en fait, comment au quotidien en fait un robot arrive dans ma pratique, comment en fait je suis formée. Et souvent, en fait, pour les professionnels, c'est vécu, en fait, il y a beaucoup de freins, parce qu'en fait, il y a des préjugés, il y a des peurs, et que celles-ci, aujourd'hui, en fait, on n'accompagne pas forcément dans ce virage numérique. Et effectivement, aussi dans l'évaluation, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas valoriser les compétences des professionnels qui, on va dire, au quotidien, ont un robot avec eux, mais ce ne sera pas forcément valorisé aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, c'est à prendre en compte, en fait, c'est cet accompagnement de ce changement de pratique professionnelle. Et d'après vous, celui qui voudra répondre, est-ce qu'il existe un pan de la société qui ne sera pas forcément investi par les robots ou les IA conversationnelles ou les autres IA? Les autres IA, après tout, il existe des robots sociaux et des robots, même des robots sexuels. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un des pans de la société où le robot, où l'IA n'aura pas sa place? Je me risque. À mon avis, non, mais avec une importance très variable. C'est-à-dire, il y a des métiers qui seront substitués, et puis il y a des métiers qui seront massivement assistés, puis il y a des métiers qui seront un tout petit peu assistés. Et on verra absolument tout, mais il faudrait aussi être capable d'anticiper comment vont évoluer les IA. Alors ça, on rentre dans de la science-fiction, quoi. Mais on voit pas pourquoi, on voit pas pourquoi une activité ne pourrait pas être enrichie, même de manière minimale, par une IA. Après, quand l'IA se complexifiera, peut-être que toutes les activités seront enrichies globalement. On n'en sait rien. Mais en tout cas, non, je pense que tous les domaines seront touchés plus ou moins. À court terme, à très court terme déjà, tous les métiers sales, dangereux, etc. Dans l'automobile notamment, ils ont été substitués. Aujourd'hui, on parle de substituer
des métiers plus intellectuels, voilà, dans la médecine, dans le journalisme, mais même les livreurs de colis à domicile, l'IA peut les aider beaucoup pour organiser leurs courses ou des choses comme ça. Donc probablement, oui, toutes les activités seront touchées, mais à chaque fois, il faudra être vigilant sur le fait que ces personnes gardent une dignité dans leur travail. Parce que des personnes qui aujourd'hui investissent par exemple en relation client, risquent peut-être un jour de se retrouver à programmer une IA et à se sentir frustré de ne pas avoir de relation directe avec les usagers. Donc il faudra être très vigilant sur le fait qu'il y a une dignité, enfin que tous les employés, quel que soit le travail qu'ils font, doivent percevoir une dignité dans ce qu'ils font, sinon ils ne sont pas motivés pour le faire, ils le font mal, ou ça leur fait mal à eux, ou ça fait mal à leur activité. Et ça, il faut vraiment y être vigilant aussi dès maintenant. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu dans le même débat qu'on avait à l'arrivée de l'informatique dans les années 80, où peu à peu, en fait, l'informatique s'est immiscée dans de plus en plus de professions, de pans justement de notre société, et d'ailleurs à l'époque les gens avaient peur un petit peu d'être dépassés, puis finalement, effectivement maintenant l'informatique elle est partout. Hein, je pense que tout le monde, dans tous les métiers, on utilise un ordinateur, mais ça n'a pas fait forcément disparaître derrière les métiers. Ça les a juste évolué. Oui, tout à fait d'accord, c'est ce que je disais, ce virage en fait du numérique, de la robotique et de l'IA. Et tout à l'heure, par rapport à votre question, spontanément, je vous aurais répondu aujourd'hui. Finalement, quand on voit les caisses automatiques dans les supermarchés, il y a toujours un humain à côté lorsque ça bug. Et que finalement, en fait, pour toutes les difficultés que, on va dire, le robot n'aura pas réussi à faire, il va y avoir quelque chose d'aléatoire, etc. L'humain devra toujours être là. Donc c'est ce qui me rassure aujourd'hui de me dire que demain, en fait, ce ne sera pas un monde que de robots. Mais il y aura peut-être de l'IA, d'autres personnes qui vont réussir, on va dire, à les réparer. Mais je pense qu'on voit qu'on a toujours besoin du petit regard de la caissière lorsqu'on est en difficulté. Oui, l'automatisation des caisses de supermarché, c'est l'exemple en or. Quel que soit le colloque où vous allez, les caissières de supermarché. Mais ça ne marche pas toujours aussi bien. Les caristes, par exemple, il y en a beaucoup qui se sont sentis dépossédés de la possibilité de construire leur charge, voilà, à leur façon, travailler à leur rythme, etc. Donc, il y a eu beaucoup quand même d'articles sur la souffrance des employés d'Amazon dans les entrepôts, etc. Donc, les caisses de supermarché, oui, c'est l'exemple en or, mais faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même beaucoup de domaines où les choses sont moins glorieuses que pour l'accompagnement, que pour les caissières de supermarché. Et aussi un autre exemple, c'est que souvent en fait des robots, par exemple, comme un devant nous sur la table, l'ECA, qui a été développé pour des personnes en situation de handicap. On a un autre exemple, c'est par exemple la télécommande. Se dire que finalement, souvent ces robots ou alors des robots au niveau de la santé ont été développés pour accompagner des personnes en situation de handicap ou dans le domaine médical et qui finalement aujourd'hui sont au bénéfice de tout le monde. Donc finalement en fait ces robots aussi vont être un facteur d'inclusion pour un grand nombre de personnes. Donc on peut aussi voir un changement de regard grâce en fait à ces nouvelles technologies. En vérité, vous parliez tout à l'heure de l'informatique, justement de l'évolution de l'informatique dans les années 80. Je pense que là maintenant, il y a un virage, il y a un changement au sein de la société, il y a un changement social, il y a aussi un changement d'approche qui se fait de plus en plus. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. En revanche, il faut avoir aussi la capacité d'y réfléchir et, comme vous l'avez dit, d'appréhender un petit peu ça et puis d'essayer de prévoir les éventuelles dérives. D'où la raison de ce colloque, effectivement, mais d'où aussi le fait que oui, non, mais je pense que c'est pas forcément un danger, mais c'est important d'y réfléchir. Et c'est important de savoir prévoir parce que je pense qu'il y a eu le gros bond finalement de l'informatique. Là, on est finalement dans l'ère un peu d'intelligence artificielle. On a des archives. C'est pas la première fois que ça arrive. On peut se reposer sur des écrits, sur des expériences passées qui ont été notées, qui ont été documentées. Et donc là, je pense qu'on a encore davantage d'outils pour essayer d'appréhender la suite de ce boom technologique.
Oui, aujourd'hui, lorsque une entreprise décide d'introduire des robots, il n'y a pas tellement de discussion ni avec le personnel ni avec les syndicats. D'autant plus que les syndicats s'intéressent plus, contrairement aux syndicats allemands, par exemple, les syndicats en France s'intéressent beaucoup plus à la sécurité de l'emploi, au salaire, aux conditions de sécurité, que aux technologies utilisées dans l'entreprise. Mais l'introduction de robots dans une entreprise, il faudrait vraiment que ça fasse l'objet de préparation, de discussion, etc., pour familiariser les gens avec ces technologies. J'ai discuté il y a quelques années avec quelqu'un de chez Renault PSA, et il me disait qu'au Japon, ils avaient introduit des robots dans une entreprise, et ça marchait du feu de Dieu. Ils s'étaient dit, on va introduire les robots dans l'entreprise de Normandie, même chose. C'était le fiasco complet, parce que c'est pas la même culture, c'est pas la même idéologie, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes traditions syndicales, etc. Donc il faut vraiment que les employeurs qui décident d'introduire des technologies nouvelles, bon, ils n'auront pas les syndicats sur le dos, mais ils risquent d'avoir les employés sur le dos, qui vont freiner d'une façon ou d'une autre, accident du travail, voilà, ou simplement fatigue et tout. Donc il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est une révolution considérable que nous, on en arrive à peu près à appréhender parce qu'on est dedans, mais que pour beaucoup d'employés dans des entreprises, c'est vécu comme une menace, pas seulement sur la travail, mais même une menace existentielle, un Terminator tout de suite, voilà. Donc on a vraiment un énorme travail pédagogique, éducatif, préventif à faire pour que les robots soient utilisés de la meilleure manière qu'ils soient, et puis que les gens n'en attendent pas non plus ce qu'ils ne peuvent pas donner. Leurs possibilités sont limitées, il faut toujours le rappeler, et les robots d'ailleurs devraient aussi nous rappeler que leurs possibilités sont limitées. Oui, Aurore. Et je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de définir, on va dire, un cadre aussi à ce projet, en fait, d'avoir un robot dans une entreprise, mais aussi, en fait, que les différents acteurs soient associés. Parce que souvent, ça peut être que, en fait, des cadres, des dirigeants, mais aussi la personne, en fait, en bas de l'échelle, ou alors l'informatique, ou la personne qui va faire... je pensais juste à un autre exemple, le ménage. Mais on ne pense pas, en fait, que le sol, en fait, pour le robot peut être glissant, etc. Et c'est pour ça que je pense effectivement ces projets-là sont un projet d'ensemble qui est important en tout cas à prendre en compte. Et justement, je pense à la fois qu'il faut investir les différents acteurs, mais aussi les différentes disciplines, y compris dans la conception, dans la recherche, dans les premières idées, avant même d'avoir finalement l'objet final et de l'appliquer à un secteur en particulier. C'est très très important pour moi en tout cas, cette dimension un petit peu interdisciplinaire, que ce soit avec les personnes qui vont créer le robot ou in fine avec les personnes qui vont l'utiliser. Mais là, je rebondis un peu sur tout ce que vous dites là. Est-ce que quand on fait une phase d'intégration de robots dans une entreprise, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup étudier aussi, avant de l'installer, cet impact? Est-ce que ça ne serait pas important de faire une première évaluation de la robotisation de l'entreprise avant de la commencer, au niveau de la perception? Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait tenter de faire, un examen préalable, en tout cas des questionnements, une réflexion préalable, effectivement. Après, je pense qu'on se rend compte vraiment de ce que fait le robot qu'une fois qu'il est intégré, donc avec les personnes qui vont l'utiliser. Et toujours est-il que ça peut être finalement comme une espèce de phase d'essai, quoi. Mais je pense que c'est nécessaire maintenant. Avec toujours la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pas seulement comment ça va changer votre travail, comment ça va changer vos relations avec votre supérieur hiérarchique, avec vos collègues, peut-être même comment ça va impacter votre vie familiale, on ne sait pas. Donc toutes les dimensions, hein, parce que changer une technologie, c'est pas seulement changer les gestes professionnels, c'est changer une foultitude de choses. Et c'est ça qu'il faut accompagner aujourd'hui. On va changer un peu de thématique. Est-ce que les robots auront un impact sur la socialité? Alors je précise en fait pour le public que la socialité, en fait, ça désigne la tendance d'une population animale à vivre en groupe. Il en existe à plusieurs niveaux, allant jusqu'à la formation de sociétés animales. Et bien évidemment, l'humain. Est-ce que, du coup, les robots peuvent avoir un impact sur cette caractéristique? Ben, oui, forcément. La question, c'est d'introduire... il me semble qu'on a un peu déjà parcouru ce domaine-là, hein, même si on n'a pas mis les mots que vous venez de mettre dans votre question. Le problème, c'est que
notre sociabilité n'en souffre pas. C'est-à-dire que l'être humain est un être éminemment sociable. Après, l'être humain est aussi un être éminemment leurrable. C'est-à-dire on peut le tromper facilement. Hein. Notre cerveau est bourré de biais cognitifs. Voilà, on peut facilement attribuer à un individu des compétences qu'il n'a pas. Un individu vous fait un beau discours qu'il a appris par cœur et que des scientifiques lui ont dicté. Vous avez l'impression qu'il est très savant et vous n'osez pas aller lui poser une question. Mais heureusement pour lui, parce que si vous la lui posiez, probablement il ne pourrait pas répondre. Donc là, on se fait facilement leurrer dans la vie sociale. Hein, sinon, il n'y aurait pas autant d'escrocs. Bon, et le retour de Cahuzac. Voilà. Donc on se fait facilement leurrer. Et donc, du coup, les robots et l'intelligence artificielle, de façon générale, c'est des machines qui peuvent très facilement nous laisser imaginer qu'elles ont plus de capacités qu'elles n'en ont en réalité. Et à mon avis, ça, c'est un risque sur la sociabilité parce que plutôt que de discuter avec des amis pour comprendre, je sais pas moi, tel problème politique ou tel problème social, on peut se dire, ben tiens, puisque le GPT-3 c'est tout, on va demander à GPT-3. Ça sera plus simple que de discuter entre nous, voilà. Et sans se rendre compte que nos copains, ils ont des biais hein, liés à leur idéologie, à leur place dans la société, mais que GPT-3, il a tous les biais liés aux concepteurs d'intelligence artificielle. Donc, ce qui nous menace, c'est ce biais de la technologie qui fait qu'on peut avoir plus confiance dans une machine parce qu'on pense qu'elle a été éprouvée, qu'elle a été expérimentée, qu'elle a été conçue par un groupe de gens, etc., qu'elle est objective. Et le problème, c'est que les gens qui fabriquent aujourd'hui l'IA, qui fabriquent les robots, ils essayent de nous faire croire que ces objets que ces machines sont objectives, qu'elles ont un fonctionnement objectif. Non, elles ont un fonctionnement qui est extrêmement lié aux convictions, aux croyances, à l'idéologie des gens qui les fabriquent. Et c'est pour ça que plus on aura de l'open source, plus on aura des machines différentes, plus on réalisera à quel point elles sont chacune dépendantes des gens qui les ont créées. Les machines japonaises, puisque les Japonais en fabriquent, ça ne fonctionne pas pareil. Et si des populations qui sont encore maintenues dans la pauvreté dans certains pays pouvaient avoir accès à la création de l'intelligence artificielle, ils la fabriqueraient très différemment de ce qu'on la fabrique nous. Quand même, on sait bien que dans certaines cultures, il y a 25 mots pour désigner la neige, dans d'autres, il y en a un. Donc évidemment, ces cultures ne vont pas fabriquer une IA de la même manière. Mais aujourd'hui, on a un seul modèle dominant de l'IA, et s'il faut toujours le relativiser en disant c'est le modèle dominant quand même du mâle blanc, voilà, Silicon Valley, etc. Et ça, c'est une hygiène personnelle qu'il faut constamment réactiver parce qu'on a constamment tendance à l'oublier. Oui, en fait, les IA reproduisent nos propres biais, en fait. Oui, les IA sont bourrées de biais, mais heureusement, c'est dénoncé régulièrement, mais pas suffisamment encore dans le grand public. Et notamment auprès des enfants, on a évoqué, mais toute une éducation à faire. Des enfants qui disent, plus besoin, pourquoi on continuerait à apprendre des choses si GPT-3 c'est tout. Voilà, maintenant GPT-3 il donne une version des choses. Alors, comme on n'a pas éduqué les enfants à l'utilisation de Wikipédia, on a raté une marche. Donc maintenant, il faut rattraper la marche pour les éduquer à GPT-3. Il y a tout un travail éducatif à faire auquel, j'en sais bien, le gouvernement soucie de créer une filière robotique française, ça, je suis très content, mais ce serait bien aussi qu'il soucie d'éduquer les enfants des écoles. Et qu'en est-il du RGPD avec les robots? Est-ce un frein en fait à la création de certaines applications? Alors, justement, avant de laisser la parole, j'avais un ami roboticien qui me disait, tu sais, ça va être tellement compliqué pour obtenir le consentement des gens que peut-être qu'on pourrait limiter le consentement au fait qu'une personne hoche la tête. Une personne âgée. Le robot dirait, est-ce que tu es d'accord pour que je commande telle pizza dans tel endroit? Et le hochement de tête vaudrait consentement éclairé. Voilà. Donc, oui, le consentement va être beaucoup modifié. On va peut pouvoir remplir à tour de bras des trucs qu'on ne lit pas, quoi. Voilà. Et donc, il y a un vrai problème autour du consentement, mais qui n'est pas du tout réglé. Alors, il y a un droit de rétractation. Ça, c'est très, très, très important. On a le temps de réfléchir, se rétracter. Mais si vous commandez une pizza qui va arriver dans la demi-heure, il n'y a pas de droit de rétractation. Voilà, donc oui, il y a beaucoup de problèmes éthiques à mettre sur le tapis, c'est sûr. Et Aurore, oui. Alors effectivement, les questions de RGPD, je pense que sont au cœur en fait de tous les fabricants de robots. Mais là, je prends ma casquette du coup d'éducatrice par rapport pour moi, en fait, ce qui est surtout important, ce qui n'est pas défini aujourd'hui dans les pratiques professionnelles, c'est que les robots ou les outils numériques ne sont pas définis dans un cadre, dans des projets d'établissement, dans des projets d'hôpitaux, etc.
En fait, aujourd'hui, c'est pas défini, c'est propre à chacun, et des fois, ça peut venir en fait d'un soignant qui spontanément va avoir un appel d'offres, etc., va mettre en place l'outil. Mais pour moi, en fait, cet outil doit avoir un objectif, mais doit aussi avoir un cadre institutionnel. Et ça, aujourd'hui, il faut aussi accompagner, on va dire, dans cette transition. Et ce cadre définira les objectifs et comment on va l'utiliser, mais aussi ce que vous disiez, comment l'évaluer, comment la personne elle va être accompagnée, va le définir. Donc c'est aussi en fait dans les deux côtés, parce que le RGPD, on l'entend beaucoup dans les données de la personne, comment dire, souvent c'est le soigné, mais aussi il y a les soignants qu'il faut aussi en fait en prendre compte. Donc il y a les deux choses en fait pour moi qui sont importantes. Très bien. Myriam, vous voulez peut-être ajouter une dernière chose? Juste, je voulais revenir justement par rapport à cette procédure concernant le consentement. Je sais que c'est un en problématique, notamment dans les hôpitaux et dans les établissements de santé, parce que effectivement, surtout quand on parle de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est difficilement, on l'obtient assez difficilement, quoi. C'est pour ça donc je parlais un petit peu plus tôt du ressenti des soignants, parce que là pour le coup il y a cet aspect un peu qualitatif qui rentre davantage en jeu, dans la mesure où les soignants peuvent finalement définir si le patient serait d'accord ou pas pour utiliser le robot, mais ça reste quand même un problème parce que toutes ces procédures-là restent quand même un petit peu floues. Il y a peu d'informations dessus. Et puis surtout, je voulais souligner le fait qu'il faut distinguer le consentement de l'assentiment. C'est deux termes qui sont différents. Dans le consentement, il y a quelque chose de très formalisé. Et dans l'assentiment, c'est quelque chose qui l'est donc un peu moins, mais dans lequel on va demander à plusieurs reprises tout au long de l'hospitalisation si le patient est effectivement toujours d'accord, entre guillemets, pour interagir avec un robot ou avec un système IA. Donc je vais juste revenir là-dessus. Merci Myriam. Oui. Oui, l'idéal serait que les données produites par des Européens soient stockées dans un cloud européen et que l'Europe ait la mainmise sur l'utilisation de ces données. Parce que tant que nous utiliserons des outils numériques fabriqués par des grandes entreprises américaines, nos données forcément seront délocalisées. Et l'Europe actuellement se heurte à des difficultés insurmontables pour essayer de contrôler quand même l'usage de ces données, qui est évidemment incontrôlable puisque c'est géré ailleurs avec des tas d'astuces juridiques, abracadabrantes, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui au niveau européen pour qu'il y ait un cloud européen, des normes européennes, des algorithmes européens, etc., de manière à ce que les données restent en Europe, ce qui nous permettrait d'être à la fois des développeurs, des stockeurs et des régulateurs, et pas simplement des régulateurs des technologies des autres. Merci à vous.